Créer un espace safe pour les minorités de genre. Concevoir un écolieu. Accompagner les migrantes et les migrants dans leur démarche. Parler de vie intime et de sexualité sur les réseaux sociaux. Le monde foisonne de projets et d'initiatives portés par des gens qui tentent de rendre le monde plus solidaire, égalitaire, féministe, écologique. Qui sont ces gens ? Pour le savoir, je pars à leur rencontre. Bienvenue dans le podcast Engagé. Aujourd'hui, je reçois Marie, bénévole FLE. Bonjour Marie, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Comment vas-tu ? Mais fort bien. Fort bien. Je te remercie, toi. Ouais, ça va. Première question ultra importante, tu préfères enseigner à des jeunes ou à des adultes ? Ah, j'aime les deux. Les jeunes, les enfants, parce qu'ils sont drôles, inattendus, qu'ils ont des raisonnements qu'on n'a plus forcément à l'âge adulte. Et les adultes, parce qu'ils sont ceux qui viennent en cours de FLE hyper motivés, intéressés, qui viennent de partout dans le monde. Donc, ouais, j'apprécie enseigner à tous les niveaux, à toutes les sortes de gens qui veulent bien venir apprendre, tout simplement. Qu'est-ce que le militantisme pour toi ? Militantisme, c'est un terme que j'aime pas beaucoup parce que c'est un terme militaire, ça fait référence vraiment à quelque chose de guerrier. Donc le terme me plaît pas, je préfère le terme anglais d'activisme, agir. C'est des nuances qui sont... mais c'est important pour moi. Ce que j'aime dans le militantisme, c'est le courage des gens qui font valoir leurs convictions et qui agissent pour faire valoir leurs convictions au lieu de simplement en parler au bistrot. Ce que je n'aime pas dans le militantisme, c'est l'aspect collectif. Je suis une solitaire et une individualiste forcenée, donc ce côté du militantisme me convient moins. Mais l'activisme, le fait d'agir pour faire progresser ses convictions, oui, c'est quelque chose que j'apprécie. Donc l'activisme pour toi, oui, c'est agir en fait. Oui. C'est ça. Tu es bénévole FLE. Alors, Oui. qu'est-ce que le FLE ? Le FLE, c'est français langue étrangère. Donc c'est une matière qui existe dans toutes les langues, simplement on remplace le français par anglais ou espagnol ou chinois. Voilà. C'est enseigner une langue à des étrangers, tout simplement. Donc ça se fait pas de la même façon qu'enseigner le français à des Français. Et toi, t'as quoi comme groupe là ? Alors, il y a plusieurs niveaux de FLE. Ouais, il y a plusieurs niveaux. Cette année, j'ai des grands débutants. Les grands débutants. C'est ce que je préfère. Ok. Ils viennent d'où ces grands débutants ? Un peu partout dans le monde, ça dépend des années. Là, cette année, j'ai beaucoup de gens qui viennent d'Amérique latine, des Brésiliens, des Vénézuéliens, des Chiliens. J'ai aussi des Russes et des Ukrainiens, des Biélorusses. Donc, en général, des gens qui viennent de pays soit en grande pauvreté, soit avec des problèmes politiques importants, comme ça peut être le cas pour les Ukrainiens, pour les Biélorusses, pour les Vénézuéliens, pour les gens qui viennent de certains pays d'Amérique latine, où les libertés ne sont pas forcément définies comme elles le sont chez nous. Ouais, c'est des réfugiés du coup. Des réfugiés, oui. Il y a aussi pas mal d'Africains, de gens qui viennent du Mali, ou de pays comme ça, où la pauvreté est extrême et où ils n'ont plus d'autre choix que de s'expatrier. Ça fait combien de temps que tu es bénévole FLE ? Alors, à Paris, ça doit faire 4 ans, parce que ça fait 4 ans que j'habite dans le coin. Et avant, peut-être 2 ou 3 ans. Ouais. À Annecy. Faire 7. Ouais, une petite ans dizaine, et- petite dizaine d'années. Et tes cours, tu les prépares à l'avance. Est-ce que tu les prépares comme tu étais enseignante ou est-ce que tu as effectivement apporté beaucoup plus de créativité parce que Alors, l'enseignement en collège ou lycée n'a strictement rien à voir avec l'enseignement qu'on peut faire en FLE dans des associations comme ça. D'abord parce que c'est un public qui est extrêmement varié. Je peux avoir dans la même classe des ingénieurs en informatique et des gens qui arrivent du Mali qui n'ont jamais été scolarisés. Donc il faut arriver à nourrir tout le monde et à faire en sorte que tout le monde s'en sorte. Donc les méthodes ne peuvent pas être les mêmes. Il faut être créatif, il faut être
ludique, parce que quand on s'est tapé 7 heures de travail dans la journée et qu'on arrive en cours de français, c'est pas pour se prendre le chou non plus. Donc il faut que ce soit suffisamment amusant et intéressant pour leur donner envie de continuer. Et il faut que ce soit aussi suffisamment structuré pédagogiquement pour leur permettre de progresser. Donc il y a un équilibre à trouver qui change toutes les années en fonction du groupe. En fait, il faut s'appuyer sur eux pour démarrer. Et c'est pas ce que tu faisais quand t'enseignais au collège et au lycée. Alors, je suis bien d'accord qu'au collège et au lycée, enfin, dans le cadre de l'éducation nationale, tu as des programmes à respecter. Néanmoins, moi, de mon point de vue, ça n'empêche pas la créativité, le ludique mais bien sûr. De l'enseignant ou de l'enseignante. Tout à fait. Et moi, je pense que c'est ce qui m'a pleinement manqué. Alors, du coup, toi, t'as vraiment l'impression d'avoir plus développé le ludique et la créativité en étant... Parce que j'ai beaucoup plus de liberté. Ouais. En travaillant en association, Oui. personne ne me dit ce que j'ai à faire, personne ne m'impose de programme. Enfin, il y a un programme, j'ai des objectifs que je définis en début d'année, des objectifs à atteindre. Et après, il faut trouver les moyens d'atteindre ces objectifs avec le public qu'on a. Donc, plus le public est difficile, et plus il faut être créatif. Après, j'ai un avantage, c'est qu'en parlant anglais et espagnol, j'arrive à avoir une interface de communication avec pas mal de gens. Donc, comme dans mes élèves, les Africains notamment, sont des gens qui souvent parlent 3, 4, 5 langues. Donc ce sont des langues régionales, on va dire que ce sont des dialectes parce que beaucoup ne sont pas écrits. Mais si j'ai un élève qui comprend l'anglais et qui parle soninké, il va pouvoir aider son copain qui parle que soninké et qui ne comprend pas ce que je raconte. Okay. Donc on arrive à établir des chaînes de traduction comme ça, c'est quelque chose qu'on faisait à la fac en traduction simultanée. Le prof nous donnait une phrase en espagnol, le premier élève devait la traduire de l'espagnol au russe, le deuxième du russe à l'anglais, le troisième de l'anglais à portugais ou n'importe quoi. Et quand on avait fini le tour de la table, on examinait les variations dans les sens. Parce qu'en passant d'une langue à l'autre comme ça plusieurs fois, on a forcément des bugs qui viennent se greffer dessus. Donc j'utilise cette méthode-là quand j'ai des groupes très très diversifiés avec des langues que je ne connais pas. C'est compliqué notamment avec les gens qui viennent d'Afghanistan, qui parlent des langues que je ne connais pas du tout, qui souvent n'ont jamais été scolarisés, donc qui ne savent pas écrire. Là, ça devient des vrais défis, oui. Pourquoi tu as choisi ce type de bénévolat ? Parce que je ne sais rien faire d'autre. Je ne vois pas vraiment ce que je pourrais apporter de plus utile que d'enseigner la langue, parce que la langue française, pour les gens qui arrivent en France, qui veulent s'installer, c'est la base de tout, c'est la base de la communication. On en a besoin pour trouver un appartement, pour trouver un travail, pour se faire des amis, pour comprendre le monde autour de soi. Donc c'est vraiment une clé, la langue. Pour avoir ses papiers. Pour avoir ses papiers, notamment, oui. Et donc pourquoi avoir choisi de faire du bénévolat ? Après la retraite, t'aurais pu rester tranquille. Mais je suis tranquille, je fais ça parce que j'aime ça. Il y a deux aspects dans le bénévolat. Il y a aider les autres et se faire plaisir, qui sont, je pense, également importants. Le plaisir, vous pouvez en venir d'ailleurs du fait d'aider les autres. Mais c'est vrai que ça permet de... L'enseignement chez moi, c'est un vice. J'ai besoin de quelques heures par semaine au minimum où je suis en contact avec des élèves et où je transmets quelque chose. C'est important pour moi, je pense que c'est important pour les gens qui ont besoin de l'apprendre. Donc le choix, il s'est fait naturellement. Je ne vais pas aller enseigner les mathématiques, j'y connais rien. Oui, voilà. Oui, mais tu aurais pu rester tranquille à la retraite. Et te dire, c'est bon, je vais enseigner suffisamment comme ça. Mais non, c'est... Non, ça m'est même pas venu à l'esprit de rester sans rien faire. On se fait chier, si tu me passes l'expression. Rester sans rien faire, si c'est pour regarder la télé toute la journée, je vois pas bien l'intérêt d'être à la retraite. Au contraire, je fais plus de choses maintenant. J'ai l'impression d'avoir un rythme plus soutenu maintenant qu'avant. D'abord parce que les dernières années, j'étais traductrice. Quand on est traducteur, on ne sort même pas de son lit le matin. On prend le PC, on s'installe dans le lit et on commence à traduire. Et je pouvais passer un mois sans voir personne. Le fait d'avoir arrêté et de passer à autre chose, c'est une autre façon de voir les choses, une autre façon de communiquer avec les gens.
au lieu de donner à lire, je donne à parler. Voilà. Je vous ai expliqué que le terme militantisme ne te convenait pas, donc je suppose que tu n'es pas une personne militante, mais est-ce que tu utilises le mot activiste pour te décrire, ou un autre mot? J'utilise pas spécialement de mots pour me décrire. Je t'ai dit, ce qui me dérange dans le militantisme, c'est l'aspect de groupe. Brassens disait, à plus de 4, on est une bande de cons. Et des proches ajoutés, moins de 2, a fortiori moins de 2, c'est l'idéal. Voilà. Donc, je ne suis pas militante dans ce sens-là. Je crois que j'ai jamais participé de ma vie à une manifestation. Mais je suis militante dans le sens où j'essaye d'œuvrer pour faire avancer des idées qui me sont chères. Même si c'est à mon petit niveau, le fait par exemple d'enseigner le FLE, on sait que pour obtenir la nationalité française ou un permis de séjour pluriannuel, il faut avoir un certain niveau de français, soit un A2 pour les titres de séjour pluriannuel, soit un B2 maintenant pour la nationalité française. Et les choses qui me révoltent là-dedans sont à différents niveaux. D'une part, le test B2, je propose qu'on le donne à passer à 50 Français lambda tirés au sort dans la rue. Je ne suis pas persuadée que tout le monde le réussisse. Parce que c'est d'un niveau quand même relativement élevé, notamment pour tout ce qui est grammaire, conjugaison, etc. Je trouve ça un peu excessif de demander un B2 pour avoir la nationalité française. Parce qu'on peut s'exprimer de façon à être compris sans pour autant maîtriser parfaitement une langue. L'autre chose qui me révolte, c'est qu'on exige des réfugiés ou des migrants, j'aime mieux le terme de réfugié, un certain niveau de français, mais que rien n'est mis en place pour assurer des cours de français pour ces gens. Si ça repose quasi exclusivement sur le tissu associatif. Si des gens comme moi qui sont à la retraite ou pas à la retraite ne se décident pas à aller collaborer à ça pour permettre à ces gens d'acquérir un niveau de français suffisant, on a des exigences sans se donner les moyens d'accomplir ces exigences. Et ça, je trouve ça absolument révoltant. Si on exige que les réfugiés aient un niveau de français donné pour avoir leur papier, alors à ce moment-là, qu'on leur fournisse des cours de français réguliers, à des horaires qui sont adaptés pour eux. C'est des gens qui travaillent toute la journée. Si on met les cours à 4h de l'après-midi, ils ne peuvent pas venir. Oui. Et même comme ça, des cours, il n'y en a pas beaucoup, pas suffisamment en tout cas, pour permettre à tous les gens qui en ont besoin d'apprendre la langue. Oui, et c'est des cours aussi qui sont le soir et ils sont dans des métiers pénibles. Donc oui. Parfois... C'est très fatigant, en journée de travail, sont extrêmement fatigants. Moi je vois arriver des gens qui décrochent des fois au bout de 2 ou 3 mois parce que quand ils ont passé la journée sur des chantiers en plein hiver et qu'ils arrivent à 7h le soir pour une cours de français, ils sont complètement crevés. Oui, comme toute personne normale. Ouais, comme toute personne normalement constituée, tout à fait. Quelles sont tes valeurs? Mes valeurs? Est-ce que j'ai des valeurs? Tu parlais de valeurs tout à l'heure. La justice. L'équité. Mes valeurs, c'est les valeurs qui sont imprimées au fronton des mairies, liberté, égalité, fraternité. Je pense que quand on a dit ça, on a tout dit. La liberté, c'est la liberté d'être, d'agir, de faire ce qui nous plaît tant qu'on est dans le cadre du respect de la loi. Voilà. Tu as été enseignante? J'ai enseigné l'anglais et l'espagnol. Et tu as passé du coup le CAPES et Non. Au début que j'ai été enseignante, c'était dans les années... fin des années 80. L'éducation nationale manquait de profs, donc ils avaient ouvert les vannes pour embaucher des contractuels. Donc moi j'ai commencé comme contractuelle la première année. Et puis après j'ai été régularisée. Et puis après j'ai démissionné parce que l'enseignement... l'éducation nationale, c'était un milieu qui ne me convenait pas particulièrement. Et puis j'avais 3 enfants. Et j'ai donc décidé que j'allais m'occuper de leur éducation à eux pendant un petit moment. Après, j'ai repris dans des structures différentes de l'éducation nationale. C'était quoi comme structure ? Alors, dans des associations, à la Croix-Rouge, j'ai travaillé avec des gens qui passaient un DAE, c'est un diplôme
qui permet d'obtenir, enfin c'est un équivalent du bac pour des gens qui n'ont jamais passé leur bac et qui sont en reprise d'études, qui veulent changer de boulot et qui doivent passer un bac. Donc là j'ai donné cours d'anglais pendant une année à des gens qui passaient ce diplôme. J'ai donné pas mal de cours dans ma cuisine à des enfants en détresse, on va dire, qui s'en sortaient plus et qui avaient besoin d'un coup de pouce. Voilà. Oui, donc, Et puis après, je me suis orientée vers la traduction. Donc, est-ce qu'il y avait de l'engagement dans ta famille? De l'engagement, précise un peu. Est-ce que tu avais par exemple des parents qui allaient aux manifs ou voilà, ou qui étaient non. des parents militants? J'ai un grand-père qui m'a éveillée à la conscience politique. Quand j'étais gamine, il m'emmenait promener, il chantait l'Internationale. Ça me faisait tout de suite marcher plus vite. Il parlait pas aux gens qui n'étaient pas du Front populaire, donc très vite j'ai été amenée sur le terrain politique. Ça a provoqué pas mal de conflits chez moi parce que mon père était plus du mauvais côté, on va dire, et ma mère était protestante calviniste, assez rigoriste, donc elle votait pas à gauche. Elle a voté à gauche à la fin de sa vie quand j'ai vraiment insisté. Mais pendant longtemps, non, j'ai vécu dans une famille pauvre, c'était des ouvriers, mes parents, donc avec peu de moyens, peu d'éducation. Mais c'était pas des parents syndicalisés, du coup? Non. Non. Je sais pas, ouvrier, syndicat, normalement ça va ensemble, quoi. Ça dépend. Du coup, je m'en rends bien compte. Ouais. D'où il vient, ce grand-père? D'où il vient ce grand-père? De la Nièvre. C'est où la Nièvre? Personne sait où c'est la Nièvre. La Nièvre, c'est le fin fond du monde. C'est des départements extrêmement ruraux, encore plus à l'époque, puisque là, on parle des années 30-40. Mon grand-père, il n'était pas éduqué. Ses parents étaient agriculteurs. Donc il avait des convictions politiques très fermes, très à gauche. Donc il fallait être du Front populaire, on était mort. Mais il avait une vision du monde qui était assez particulière. Par exemple, moi j'ai cru jusqu'à 12 ou 13 ans que les Anglais et les Allemands s'étaient battus du même côté pendant la Deuxième Guerre mondiale. Parce qu'il me racontait Dunkerque. Il me racontait qu'il est arrivé à Dunkerque avec les restes de son bataillon et que les Anglais, ces saloperies d'Anglais, ils disaient, embarquaient sur les bateaux et les laissaient sur le rivage. Donc, dans mon esprit, les Anglais étaient alliés des nazis au moment de la Deuxième Guerre mondiale. C'est le problème quand on est enfant et sans connaissance théorique des choses et qu'on est éduqué politiquement par quelqu'un qui n'a pas une vision forcément très claire de ce qui s'est passé. Et du coup, c'est le père de ton père ou de Le père de ma mère. C'est le beau-père de ma mère. Parce qu'en fait, c'était pas mon grand-père, c'était le chéri de ma grand-mère. C'est bien. Parce que du coup, ta maman, oui, tu m'as dit qu'elle était protestante calviniste et rigoureuse, donc oui. Ça détonne avec le grand-père qui oui. chante l'Internationale. Exactement, oui, non, c'est parce que c'était pas son père. Et toi, du coup, t'es calviniste et protestante ou... Moi, je suis athée. Non, t'es athée. Oui, non, merci. Oh, mais je sais pas, t'aurais pu être baptisée. Non, ma mère m'a envoyé. Ah oui, j'ai été baptisée, j'ai été au catéchisme, et puis j'ai été virée du catéchisme parce que le curé disait à ma mère, mais c'est pas possible, elle pose question sur question et elle veut pas admettre les faits. Si les faits, c'est Lazare a ressuscité, j'ai du mal à l'admettre. Donc voilà, c'était trop loin. Trop énorme pour moi, les résurrections, les changer l'eau en vin, etc. J'avais beau avoir 10 ans, je me rendais bien compte que quand même c'était assez douteux comme histoire. Et j'ai pas changé d'avis. Après, il faut faire la distinction entre être croyant et les valeurs de l'Église. Les valeurs de tu aimeras ton prochain comme toi-même, ça me convient tout à fait. Ouais. Donc j'ai adopté les valeurs de ma mère, mais pas sa foi. Et tu grandis à
Annecy. Non, j'ai pas grandi à Annecy, j'ai grandi dans un petit village de Haute-Savoie où il y a 600 habitants. Wow. Et est-ce que ça t'a éveillé aussi à une certaine conscience, notamment environnementale et donc politique, de vivre dans un petit village de Alors, montagne en à pleine l'époque où nature? je vivais dans un petit village de montagne, c'était dans les années 80, hein, puisque j'ai quand même 60 et quelques, il n'y avait pas de... Dans les années 80, c'est le tout début du développement de la conscience écologique, on va dire. Donc, non, moi j'habitais dans un endroit où j'étais en pleine forêt, où on ramassait les champignons, il y avait 1,50 m de neige l'hiver, euh, des vaches partout. Donc non, j'ai pas eu d'éveil à la conscience écologique avant bien les années 90. Et là, qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu cette conscience qui est venue Alors, dans les années d'abord la 90? naissance de mes enfants, et puis petit à petit la révélation dans les journaux de la dégradation des écosystèmes, les scandales relatifs à l'utilisation du bisphénol dans les biberons, les choses comme ça. Moi j'ai toujours fait chauffer les biberons en plastique de mes fils dans le micro-ondes. Parce que je savais pas. Les perturbateurs endocriniens dans les savons, les trucs comme ça, on savait pas. Au début des années 90, c'était quelque chose dont on parlait pas du tout. Il n'y avait pas d'articles, il n'y avait pas d'études de fait dessus. Et c'est vrai que c'est à partir du moment où ces scandales ont commencé à émerger que j'ai pris conscience des problèmes d'écologie. Tu disais que dans les années 90, donc avec la lecture, tu avais éveillé à la conscience environnementale. Est-ce que tu viens d'une famille qui lit du coup? Une famille qui lit. Ma mère était une grande lectrice. Ouais. De Mon quoi? père, pas du tout. Des romans, essentiellement, mais c'est avec sa bibliothèque que j'ai découvert les romans russes, par exemple, très tôt. Oui, c'était une excellente lectrice, elle avait beaucoup de goût pour la lecture. Donc, c'est un virus que j'ai attrapé par le biais de ma mère, la lecture, et que j'ai transmis à mes fils qui sont des lecteurs impénitents. Je trouve que c'est une bonne chose. Et ta maman, elle te transmettait ou c'est toi qui allais fouiller dans sa bibliothèque? Alors j'allais fouiller dans sa bibliothèque parce que j'ai un esprit de contradiction particulièrement marqué, donc il suffisait qu'elle me recommande un livre pour que je refuse de le lire. Donc elle a très vite compris qu'il valait mieux éviter les recommandations. Elle laissait la bibliothèque à disposition et je piochais dedans ce qui me faisait plaisir. Et ton père, pas du tout Non, lecteur? non, pas du tout. Le journal? Non plus. Même plus pas. Non, non, non. Non, non, mon père, il était Front National avant l'heure. C'est le problème, le problème de... quand on n'a pas reçu d'éducation, qu'on n'est pas allé à l'école au-delà de, je ne sais plus, c'était 14 ou 16 ans à l'époque, et qu'on en ressort quasiment illettré, il n'y a pas beaucoup d'espoir. Je veux dire, quand on ne sait pas lire, on ne sait pas penser. Tout ça. Ou du moins, on sait penser, mais on n'a pas forcément toutes les données nécessaires pour faire avancer la pensée dans un sens efficace, tout simplement. Est-ce que tu as des frères et sœurs? Ouais. Ouais. Et t'es classée... Moi, je suis l'aînée. T'es l'aînée? Ouais. D'accord. Et mes frères et sœurs n'ont pas du tout hérité de mon goût, enfin, hérité de ce goût pour la lecture. Pour la C'est lecture. pas du tout leur truc. Et un peu pour... est-ce qu'on sent quand même un petit peu de révolte en toi quand même? Est-ce qu'ils l'ont est-ce qu'ils l'ont hérité aussi ou pas? Oui, à un degré bien supérieur au mien. Eux sont militants, oui. Pas ma sœur, mais mes deux frères, oui, sont militants. Okay. Ah oui, vous êtes vraiment Mais, l'opposé de vos parents du coup. Oui. Ben, en général, c'est ce qui se passe. Oui, hein. c'est ce qui se passe. Oui, soit on se construit dans le sillon de ses parents, soit on se construit à l'opposition. Ouais. Mais c'est intéressant. Mais parce c'est pas que, forcément aussi caricatural. On peut refuser certaines choses Oui. chez ses parents et en prendre les en autres. pousser d'autres. tout Oui, à toi fait, t'as pris ouais. la lecture chez ta mère. Ouais. Donc, La lecture et puis le goût d'aider les gens. Ma mère était pas activiste, mais chaque fois qu'elle pouvait donner un coup de main à quelqu'un, elle le faisait. et c'était quoi comme coup de main par exemple?
garder les enfants de la voisine si elle était malade, faire un ourlet à la robe d'une copine quand elle avait des petites bricoles comme ça, mais elle aidait toujours les gens qui en avaient besoin. Quel mot tu décrirais pour te définir en tant qu'enfant? Solitaire. Solitaire. Ouais, j'ai toujours été individualiste, j'ai jamais été... Alors, je me suis socialisée plus facilement à partir du collège, mais à l'école primaire, j'étais toute seule avec mon bouquin tout le temps. Et Tu te sentais en décalage par rapport aux autres enfants? j'ai l'impression que c'est eux qui me trouvaient en décalage, mais... Oui, voilà. C'est plutôt dans Non, ce ouais, la sens-là. communication se faisait pas. Ouais. Ouais, non, parce que j'étais... Moi, j'ouvrais les yeux le matin, je prenais le bouquin à côté du lit, et dès que je sortais de l'école, je reprenais le bouquin. Et comme ma mère était très rigoriste, j'avais pas le droit de sortir, de voir des gens, voilà. Donc je passais mon temps couché sur mon lit à bouquiner. Et au collège, qu'est-ce qui a fait que tu as réussi à un peu plus te socialiser Je sais pas, je me suis peut-être un peu sortie de ma coquille. Et puis j'étais dans une classe où les gens s'entendaient bien, où il y avait une bonne ambiance. Donc voilà. C'était pas le cas à l'école primaire? Je sais pas si on peut vraiment parler de... C'est vieux mon école primaire. Je sais pas si on peut vraiment parler d'ambiance et de cohésion de groupe à l'école primaire. À l'école primaire, c'est des enfants qui se côtoient. C'est pas des enfants qui interagissent beaucoup. Oui. Alors qu'à l'adolescence, il y a une interaction plus forte qui se crée, notamment à travers les cours de français, d'histoire, où on soulève des points de société importants et où on commence à débattre et à échanger les idées avec les autres. Et là, je pense que oui, ça débloque quelque chose. D'ailleurs, on voit souvent dans des classes de 4e, 3e, des groupes se former. De gens qui n'ont pas la même vision du monde et qui forment, comme à l'âge adulte, après, des groupes de gens qui aiment se retrouver entre eux parce qu'ils partagent un certain nombre de valeurs ou de convictions. Et au lycée? Les lycées et la fac? Au lycée, j'avais 2 ou 3 copines avec lesquelles je m'entendais très bien, des copines d'ailleurs que j'ai encore gardées maintenant. Et à la fac c'était bien quand même. Ouais. Si, ouais, j'ai beaucoup apprécié la fac, la liberté qu'on peut avoir à la fac, où on choisit les matières qu'on travaille, où on a des profs qui sont très pointus dans leur domaine, qui apportent beaucoup. Et puis bon, c'est quand même une époque aussi de liberté. On a 18 ans, on part de chez ses parents. Je suis partie vivre avec mon chéri à cette époque-là. Donc c'était la découverte de l'existence autre que petite fille chez ses parents. Donc oui, j'ai beaucoup apprécié mes années de fac. T'as quitté tes parents pour aller à la fac ou même Ouais. Parce que tout le reste jusqu'au lycée J'ai quitté mes parents parce que mon chéri m'a dit je m'inscris à la fac à la rentrée, viens avec moi. Oui. Donc j'ai dit ok, allez, je viens. Et c'était dans quelle période la fac? 81. 80. Ouais, j'ai eu mon bac en 81. Okay. Oui, donc c'est quand même aussi des années beaucoup plus de liberté. Alors oui, les années 80, c'est des années de beaucoup plus de liberté. C'est l'élection de Mitterrand, qui est une grande révolution à l'époque. C'est vraiment un bouleversement social. L'élection de Mitterrand, c'est la première fois que j'avais voté. Donc il y avait une ambiance un peu euphorique. Dans les 2 premières années, après ça s'est gâté un peu. Mais une ambiance assez euphorique, l'abolition de la peine de mort, etc. C'était des choses importantes pour moi. Et il y a eu la découverte d'une grande ville aussi? Oui, parce que j'arrivais vraiment d'un bled perdu. Donc oui, la découverte d'une grande ville, tout à fait. Donc, plus de possibilités. Et est-ce que, donc, en primaire, je suppose que tu n'avais pas du coup beaucoup d'amis? Zéro. Tu avais ton livre, ton meilleur ami. Mais au collège et au lycée, tu m'as parlé de 2-3 copines. Qu'est-ce que tu faisais avec elles? Est-ce que du coup, ta mère te laissait un peu plus sortir Non, je mentais. Mais c'était des petits mensonges, genre on va manger chez José, et en fait on prenait le vélo et on faisait 25 km pour aller pique-niquer au bord d'un lac.
Oui, non, c'était jamais j'ai jamais fait de grosses conneries. Ouais, t'as attendu d'être à la fac en fait. Ouais. Oui. Mais je ne détaillerai pas. Et à la fac, t'avais des amis avec qui t'as Ah pu oui, à la sortir, fac, ouais. bah oui, parce qu'à la fac, l'éventail est tellement large. Et puis à la fac, on se retrouve dans une section, donc là, en l'occurrence, les langues, avec des gens qui partagent la même passion, et puis des gens qui viennent du monde entier. Donc on rencontre des latinos, des anglais, des américains. On parle parce qu'on est là pour apprendre les langues. Et on développe des amitiés qui durent toute la vie, oui. Et là, t'en profitais pour sortir les fêtes Ouais. étudiantes. Ouais. Fêtes étudiantes, est-ce que aussi il y avait les expositions? Non, pas les fêtes étudiantes. J'ai jamais. Alors, je reste quand même très solitaire, c'est-à-dire Oui. que j'avais un petit groupe d'amis. On sortait dans les bars le soir, on allait discuter en buvant des bières et voilà, c'était. Mais j'ai jamais fait des grosses fêtes, des endroits où on va danser. Non, ça c'était pas mon truc. Et les expositions d'art, cinéma, théâtre, t'en as profité ou pas à cette époque? Non. Non, 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 parce que j'étais toujours essentiellement avec mes bouquins. Et puis quand je sortais, c'était discussion politique essentiellement avec les copains. Sur quel sujet la politique? Sur Mitterrand du coup? Ah ben après ça a varié suivant les époques, mais oui, Mitterrand, la montée du Front National à l'époque, on avait, je me rappelle, je crois que c'est Rocard qui en parlant de Le Pen avait dit que c'était un épiphénomène. L'épiphénomène a quand même bien duré, je trouve. Oui, on parlait de politique essentiellement. En dehors de l'école, du collège, du lycée, est-ce que tu avais des activités extrascolaires? Alors j'ai fait beaucoup de sport, Ouais. de la gymnastique, du judo, du ski. Ouais, j'étais très sportive. Est-ce que c'était un moyen pour toi d'échapper un peu à l'environnement rigoriste de ta maman? Non, c'était vraiment un besoin de bouger. De bouger? Ouais. Oui, quand t'as passé 8 heures par jour à lire un bouquin, ça fait pas de mal d'aller courir. C'est bien pour t'en rendre compte. Ça. C'est un bon équilibre, je trouve. Ouais. Lecture, sport. C'est bien comme. Aujourd'hui, t'es toujours solitaire? Ouais. Solitaire ou solidaire? Solitaire. Ah, solitaire. Moins qu'avant. Moins. Mais oui, je peux passer 15 jours sans sortir de chez moi, sans voir personne. Ça me... Mais j'apprécie, j'ai quand même un groupe d'amis avec lesquels je vais boire mon café tous les vendredis. Il y a les gens que je rencontre en cours, etc. Non, je vois beaucoup de monde. Mais je garde quand même pas mal de temps pour moi, toute seule avec mon bouquin ou une série à regarder. Voilà. Qu'est-ce que tu regardes comme style de série? Qu'est-ce que je regarde comme série? Pas mal de choses. J'ai une vraie tendresse pour Big Bang Theory, que j'ai vraiment adoré. Mais sinon, je peux regarder. Qu'est-ce que c'est la dernière que j'ai regardée? C'est sur Netflix. Pardon pour la pub. Une histoire qui se passe dans le Montana. Yellowstone, ça s'appelle. Voilà. Yellowstone. Et comme une histoire de cow-boy. dans le Montana. Oui. Et comme livre, est-ce que tu as lu dès ton plus jeune âge une diversité de livres qui est encore là, beaucoup plus quand j'étais jeune que maintenant. Ah ouais. Quand j'étais jeune, je lisais absolument tout ce qui me tombait sous la main. Et puis après, j'ai découvert des auteurs qui m'ont absolument fascinée. Et je leur suis restée fidèle. Par exemple, les sagas d'Asimov, je les relis à peu près une fois tous les 3 ans. Puis c'est quand même des pavés. Dumas, j'ai une tendresse folle pour Dumas, j'ai une grande tendresse pour Boris Vian. Donc c'est très diversifié en termes de style. Mais j'ai quelques auteurs auxquels je reviens régulièrement. Par exemple, dans les contemporains, j'aime beaucoup ce que fait Sorge Chalandon. Donc tu vois, on peut passer de Dumas à Chalandon, ça n'a strictement rien à voir. Mais voilà. Est-ce qu'il y a des thématiques un peu qui vont se dégager dans ta lecture, comme par exemple les philosophes ou
ou des personnes féministes, des auteurs et des autrices féministes, ou vraiment Non, large? non, 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 c'est... En fait, voilà, tu lis la quatrième de couverture, si ça t'intéresse, tu Voilà, lis, et exactement, si oui. ça t'intéresse pas, tu le reposes. Exactement. Et des BD aussi, ou pas? Est-ce que tu lis Alors, des BD, j'en ai lu longtemps. Et puis, ça me plaît moins. Ouais. Mais alors, dans les BD, j'adore Achille Talon et Chic Bill. Qu'est-ce que tu retiens de l'école? Burk. Ah ouais? Ouais. Malgré le fait que ça soit un lieu d'apprentissage. Parce qu'en fait, pour quelqu'un qui aime pas l'école, devenir prof. Tout à fait. Mais je suis partie de l'école, hein, note bien. Oui, t'as quitté l'éducation nationale. Non, j'ai pas aimé, l'école. J'ai pas aimé mes années de primaire, de collège et de lycée. J'ai aimé mes deux dernières années de primaire parce que j'avais un instituteur qui était absolument fabuleux. Mais sinon, non, j'ai pas aimé la contrainte de l'école. Oui, ouais, c'est surtout Voilà, ça qu'on m'impose les matières, qu'on ouais. m'impose des sujets. J'ai été virée de cours de français par ma prof de français de première au bout de 3 semaines. Ah oui. Et elle m'a interdit de revenir en cours. Donc je suis allée passer mon bac de français sans avoir jamais suivi un cours en première. Parce que ça passait pas. Tu posais trop de questions? Elle me considérait comme subversive. Donc voilà. Bon, après, si on n'est pas subversive à 15 ou 16 ans, je sais pas quand on... Ouais, quand on va le devenir. Ouais, exactement. Quoi. Puis ça sert à quoi de vivre si on n'est pas un minimum subversif, quoi. Aujourd'hui, est-ce que tu as des sujets qui t'animent et qui du coup te font agir? Des sujets qui m'animent et qui me font agir. Ouais, une certaine forme de révolte politique de ces 10 ou 15 ou 20 dernières années, depuis 2003, où je fais ce que je peux, oui, pour contrecarrer la montée d'une xénophobie ambiante, de ce système qui existe depuis toujours de désigner un bouc émissaire quand les choses vont mal. En sachant que c'est peut-être soi-même le bouc émissaire, Oui, finalement. ça peut être soi-même le bouc émissaire. Non, mais ça a été les Italiens au début du siècle. Après, c'était les Arabes. Maintenant, c'est les Africains. Et puis, je suis révoltée par cette façon de faire qu'on est politique, de systématiquement soulever le sujet de l'immigration comme si c'était un vrai problème, alors que quand on prend les données factuelles sur l'INSEE, etc., on se rend compte qu'il n'y a pas plus de criminels chez les immigrés ou chez les réfugiés qu'il y en a chez les boucs français de souche, ça ne veut rien dire, que bloquer les frontières c'est complètement stupide et qu'on vit dans un monde où on ne peut pas condamner la moitié de l'humanité à souffrir des excès de l'autre moitié. Par exemple, en matière d'écologie. Oui, c'est les pays du Nord qui... Voilà, c'est les pays du Nord qui pourrissent et les pays du Sud qui morfent. Donc ça, oui, c'est des choses qui me font un peu... Et du coup, à part le FLE, est-ce que tu as, on va dire, d'autres engagements ou vraiment c'est le FLE que les activités du non, alors j'ai donné des cours d'alphabétisation en même temps que le FLE. Mais bon, c'est un peu le même, c'est la même idée. La lecture, c'est la clé de la survie dans la société dans laquelle on vit. Enseigner la lecture à des gens qui ne savent pas lire, c'est très important. Aujourd'hui, les lois sur l'immigration visent plutôt la répression que l'intégration des réfugiés. Quelles conséquences ces mesures ont-elles justement sur ton travail de bénévole? Je pense pas qu'il y ait de conséquences directes, si ce n'est un afflux accru des gens qui viennent à l'association pour avoir des cours de langue.
Vous savez, toutes les années un peu plus, et on ne peut pas répondre à toute la demande. Là, cette année, je crois qu'on a dû laisser au moins 20% des dossiers de côté parce qu'on ne pouvait pas accueillir tout le monde. Oui, donc en fait, une des conséquences, c'est qu'il n'y a pas assez de moyens. Il n'y a pas de moyens du tout. Il n'y a plus de moyens du tout. Là, le prix d'un test de FLE, d'un test pour obtenir un DELF niveau A2 ou B2A, ça tourne à pas loin de 200 €. Ouais. 200 € pour des gens qui sont dans des situations précaires, c'est colossal. Il y a quelques années, il y avait des subventions. Alors, je ne vais pas te donner les chiffres parce que je ne les connais pas et je vais te dire des bêtises, mais ça a été divisé au moins par 3 ou 4, les subventions destinées au cours de FLE dans les associations. Donc là, on en est à faire des gâteaux, à vendre des gâteaux ou des choses comme ça pour récupérer un peu de sous pour payer les examens pour les gens qui n'ont pas les moyens de les payer eux-mêmes. Voilà le genre de conséquences que ça a, cette politique à la Mormoile-Mormon, de supprimer les crédits là où ils sont les plus nécessaires. Parce qu'on ne peut pas dire oui, les immigrés ne s'intègrent pas si on ne donne pas les moyens de les intégrer non plus. Oui, c'est ça, oui. Faut quand même savoir ce qu'on veut et où on va. Et se donner les moyens d'y aller. Alors les moyens, on les a plus. Alors avec tout ce qu'on vient de se raconter, quelle serait ta définition alors du coup d'activisme ? Le terme que tu utilises plus que celui de militantisme. Bouger pour faire avancer ses convictions. Tout simplement. C'est agir pour faire avancer ce en quoi on croit. Eh bien, merci beaucoup Marie pour Je ta t'en prie. présence. C'était très agréable. C'était trop bien. Bouger pour faire avancer ses convictions. Ce sont sur ces mots de Marie que se termine cet épisode du podcast Engagé. À très vite pour une nouvelle rencontre.